Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Et oui, j'en ai rêvé depuis 3 ans, mes chers abonnés. J'en ai rêvé depuis 3 ans de cette rencontre entre ces 2 présidents, l'un président des États-Unis et l'autre le président Poutine. J'en ai rêvé parce que je pense, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, je crois que nous allons arriver à la paix en Ukraine. Et alors j'aimerais vous remercier, vous, les abonnés, qui m'avez depuis 3 ans soutenu dans cette quête de la paix dans le monde. Merci à tous, vraiment. Espérons que l'Occident, notre Occident, nous sommes occidentaux, aura maintenant, pour le monde entier, d'autres vues que celles de l'Occident impérialiste qu'il a été depuis beaucoup de temps. Espérons cela. Bien, alors, l'Ukraine. Eh bien, évidemment, Monsieur Zelensky et ses comparses ne sont pas vraiment contents. D'autant plus que je pense que Monsieur Zelensky va devoir remettre son siège de président, qu'il n'a plus d'ailleurs depuis quelque temps, eh bien en jeu. Certainement. Espérons que cela se passe dans une atmosphère démocratique, avec des gens qui seront là pour surveiller les votes, venant de l'ONU, et non pas des pays occidentaux uniquement, qui sont évidemment, et surtout européens, qui sont à l'évidence pour la guerre en Ukraine. Il n'y a qu'à regarder toutes ces déclarations de ces Européens qui sont évidemment furieux que M. Trump aille en Arabie Saoudite pour rencontrer M. Poutine. À l'évidence, et les va-t-en-guerre comme Macron, par exemple, qui vient d'envoyer donc ses mirages, enfin nos mirages, excusez-moi, en Ukraine, eh bien les va-t-en-guerre comme Macron vont devoir peut-être réviser leur cahier. Au Moyen-Orient, le Hamas est d'accord pour libérer un peu plus d'otages qu'il n'était prévu samedi. Voilà où nous en sommes dans ce monde, enfin pas seulement, puisque évidemment, au Congo, les forces rwandaises continuent à progresser. Et là, le monde là, franchement, j'ai l'impression qu'il regarde ailleurs. Voilà, alors continuons notre combat pour la paix. Merci mes chers abonnés, merci. Et puis voilà la revue de presse numéro 441, je crois. Voilà. Merci beaucoup de votre soutien. À demain. Au revoir. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé hier pendant 1h30 au téléphone. Alors à lire les communiqués, ils sont tombés d'accord pour se voir très vite en Arabie Saoudite et mettre fin à la guerre en Ukraine.
Oui, Donald Trump avait promis de régler la question en 24 heures et il a suffi d'1 heure et demie au téléphone pour capituler. C'est d'autant plus glaçant qu'on évitait de regarder la réalité en face depuis 1 an et demi. La vérité militaire, l'armée russe a gagné, elle a payé le prix fort, mais personne ne la délogera de la Crimée et du Donbass qu'elle a conquis. L'armée ukrainienne s'est bien battue, mais n'avait aucune chance de gagner. Elle manque d'hommes, trop de morts, trop de blessés, beaucoup trop de déserteurs. Elle manque d'armes, malgré tous les arsenaux européens qui ont déversé sur le front blindés, missiles, drones et chasseurs bombardiers. Avant que Vladimir Poutine et Donald Trump s'embrassent sur la bouche, le nouveau secrétaire général à la Défense, américain bien sûr, était hier au siège de l'OTAN à Bruxelles pour faire le tour du propriétaire. Il a mis les points sur les i. Les États-Unis vont cesser de financer cette guerre ridicule. Ils vont se rembourser. Ils ne mettront pas un soldat sur place. L'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Ce sera aux Européens de s'en occuper. Bref, l'Amérique l'a dit, game over. La vérité politique de cette guerre, elle est pire encore. La négociation n'a pas commencé, mais il ne reste plus grand-chose à négocier. Moscou a obtenu hier une forme de reddition. On ne voit pas ce que la Maison-Blanche lui a mégoté. Hier encore, Volodymyr Zelensky dénonçait toute idée de discussion avec le Kremlin comme une trahison. Il serait désormais prêt à s'asseoir en face de Vladimir Poutine, mais ça n'arrivera pas. Les Russes refusent de lui parler. Ils disent que son mandat a expiré l'an dernier. Son élimination faisait partie de leur but de guerre. Eh bien, la guerre fait les voleurs et la paix les fait pendre. L'heure des comptes va sonner à Kiev aussi. Mais il y a plus grave. Sa défaite est celle de l'Europe. L'Europe qui s'est laissée entraîner par les anglo-saxons, qui a rompu avec la Russie et sa manne énergétique, qui lui fait la guerre par Ukrainiens interposés. L'Europe qui est mise ce matin devant le fait accompli. Les palabres se passent sans elle, loin d'elle. Elle a perdu, elle va payer. Et alors comment ? Combien, Vincent ? Très cher, très longtemps. D'abord, les Européens vont devoir se réarmer et se protéger, reconstruire l'Ukraine et la défendre, l'intégrer dans l'Union, et tout ça sera ruineux. À l'heure des comptes, il faudra penser aussi à dresser la liste des vœux pieux, des mensonges énormes de la propagande qui ont fait croire depuis 20 ans que Maïdan était une révolution, que l'Ukraine pouvait reconquérir ses provinces perdues, que le Kremlin avait saboté Nord Stream, ou que les Russes allaient être boutés hors des provinces russophones. De la contre-offensive triomphale annoncée il y a 2 ans, jusqu'à la brigade Anne de Kiev formée en France, que d'illusions lyriques. La toute dernière, ce sont les garanties de sécurité que devrait donner l'Europe pour que les Russes ne recommencent pas. Un déploiement solide pour que la paix soit durable, pas un chiffon de papier comme le mémorandum de 1994 qui promettait à Kiev le respect de son intégrité territoriale en échange de l'abandon de ses armes nucléaires. La Russie ne va pas déménager. L'Europe ne va pas restaurer soudain sa puissance et sa souveraineté. Sa sortie de l'histoire s'est révélée hier. C'était simple comme un coup de fil. Sachons-le, la guerre en Ukraine se termine mal et la suite pourrait être pire. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. On évoquait hier la perspective de négociations prochaines entre l'Ukraine et la Russie. Ça se précise, si l'on en croit la Maison-Blanche. Donald Trump s'est entretenu avec les 2 dirigeants russes et ukrainiens. Au terme d'1 heure et demie d'entretien téléphonique, il serait convenu avec Vladimir Poutine d'entamer des négociations immédiatement avec ou sans l'Ukraine. C'est là toute la question qui agite les Européens notamment. Mathieu Mabin, on va revenir très brièvement. Que s'est-il dit exactement entre les 2 hommes ? Que sait-on ? Alors, on l'évoquait à l'instant dans la première partie, il ne s'est pas dit grand-chose entre les 2 hommes, tout simplement une profession de foi de la part de Donald Trump qu'il est difficile de vérifier puisque, encore une fois, le transcrit de la conversation entre les 2 chefs d'État n'a pas été rendu public, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé dans les administrations précédentes. Ce que l'on détecte en revanche dans la tonalité du message de Donald Trump, qui, il faut le rappeler, a été rédigé probablement par lui-même, par l'intermédiaire de son propre réseau social avant d'être copié-collé et transformé en un rapide communiqué de presse du service de communication de la Maison-Blanche. Ce que l'on note, c'est la différence de tonalité entre les 2 administrations. Évidemment, l'administration de Joe Biden, qui aujourd'hui, au moment où on se parle, semble déjà être un lointain souvenir, tant Donald Trump a imposé au monde un rythme effréné dans ses démarches diplomatiques, tout plus surprenante que
toute plus surprenante qu'inattendue. Donc ce que l'on peut noter, c'est effectivement le changement de ton radical entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donald Trump s'adresse à Vladimir Poutine comme à un ami, un futur partenaire, quelqu'un avec qui il va pouvoir dialoguer de manière relativement simple pour trouver une issue, dit-il, extrêmement rapide à la guerre en Ukraine. Ouais. En soulignant au passage d'ailleurs que cette guerre en Ukraine est un héritage, selon lui, de la précédente administration, entendez l'administration Biden, qu'il n'est pour rien dans tout cela, et que donc, sous-entendu, sa responsabilité n'est que très moyennement engagée. Ce qui nous rappelle d'ailleurs la manière dont il avait réglé l'affaire afghane, si vous me pardonnez l'expression, ces accords de Doha rédigés à la hâte en l'absence du principal concerné, c'est-à-dire le gouvernement afghan de l'époque. Cela ne nous laisse présager rien de bon pour Volodymyr Zelensky, qui pour le moment, au moment où on parle, est toujours absent de l'équation. Alors là, on vous a mis une carte plus importante de tout le secteur qui va de Pokrovsk à Constantinople, pour que vous puissiez constater le fait que les Russes progressent partout, notamment tout au sud. On va faire un zoom tout à l'heure dans le secteur d'Andrivka. La bataille d'Andrivka qui a commencé la semaine dernière est probablement en train de se terminer. Comme d'habitude, je suis en train d'enregistrer le bulletin, donc là, maintenant il est presque 9h. On va découvrir dans la fin de la journée que les faubourgs d'Andrivka, qui étaient encore sous le contrôle des Ukrainiens hier soir, est passé sous le contrôle des Russes, j'ai l'habitude, et que la ville est complètement libérée. Bon, on verra ça ce soir. On comptera les bouses à la fin du bal, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit que les Russes sont à la manœuvre, notamment pour aller encore une fois d'est en ouest. On va revenir sur ce qui se passe autour de Pokrovsk, mais là, en termes de bilan, donc d'après ce que disent les Russes, on a eu, donc vous avez vu, presque 400 morts du côté de Soudja. Là, les Russes disent qu'hier, les Ukrainiens ont perdu jusqu'à 510 bonhommes, 4 véhicules blindés kazakhs, 5 véhicules à moteur et 5 pièces d'artillerie. Ça veut dire que là, avec les deux secteurs dont on vient de parler, oui c'était 390, là c'est 510, on est à 900 morts pour la journée d'hier. Donc imaginez, dans le secteur de Torez, dans le secteur de Seversk, ce qu'il y a eu comme mort supplémentaire, c'est-à-dire qu'hier, l'armée ukrainienne, selon les estimations de Moscou, a perdu 1000 hommes pour une seule journée de combat. Ça signifie qu'on est sur un niveau de perte moyen par jour, là sur cette journée du 12 février, qui est égal au niveau des pertes, enfin qui est même supérieur au niveau moyen des pertes par jour de l'armée française en 1916-1917. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'intensité des combats pour en arriver là. Et j'imagine que côté russe, on est probablement peut-être à 300 morts ou 400 morts pour la journée d'hier, parce que tous ces combats coûtent aussi très cher. Voilà où nous en sommes. Et donc pour l'armée ukrainienne, c'est la fin, on est arrivé au bout. Je viens d'avoir, dit Vladimir Poutine, une conversation téléphonique longue et très productive avec le président russe. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et du divers autres sujets. Oui, ils ont pris 1h30, je comprends. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en nous rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts, etc., etc. Nous avons convenu que nos équipes respectives entameraient immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président Zelensky. Je vais l'appeler immédiatement, dit Trump. Et voilà, j'ai demandé à Marco Rubio, secrétaire d'État, directeur de la CIA Ratcliffe, conseiller de la sécurité, etc. Voilà. Des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Évidemment, il ne s'oublie pas Donald Trump. Mais elle a eu lieu, donc elle doit prendre fin, etc. Alors, grand bouleversement dans les chancelleries, ça accélère quelque chose, c'est clair, ça fait bouger vraiment, encore une fois, les lignes de force, et de façon tout à fait spectaculaire, il faut le bien dire, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, en langage évidemment courant, et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'évidemment, ça se passe entre qui? Évidemment, la Russie et l'Amérique. Ça veut dire qu'en gros, il donne le coup d'envoi d'un processus. Bien sûr. Et d'une remise en place au pli et au prix
de Volodymyr Zelensky. Voilà, qui va avoir le choix entre une capitulation en rase campagne, plus ou moins maquillée, ou bien une marginalisation express. Ces derniers mois, l'attention des observateurs du conflit russo-ukrainien était surtout tournée vers le sud du Donbass, où les Russes ont réalisé des avancées notables, notamment dans les secteurs de Pokrovsk et de Velika Novosilka. Mais même s'ils l'ont fait de manière moins spectaculaire, les Russes ont également progressé dans le centre du Donbass, et plus particulièrement dans les villes de Tchazivyar et Toretsk. Le 7 février dernier, après de longs mois d'une bataille qui les a vus avancer lentement mais régulièrement, les Russes ont ainsi revendiqué la conquête totale de Toretsk. Si les Ukrainiens ont déclaré qu'ils combattaient encore dans certains quartiers de la ville, dans les faits, les Russes contrôlent effectivement la quasi-intégralité de la localité, qui comptait 30 000 habitants avant-guerre. Les troupes du Kremlin progressent également un peu plus au nord, dans le bastion ukrainien de Tchazivyar, sur lequel ils ont pourtant longtemps buté dans l'année 2024. Depuis le début du mois de janvier, leur progression y est régulière et une chute de la ville à moyen terme est désormais largement envisageable, même si les Ukrainiens mènent là aussi dans certains quartiers quelques contre-attaques localisées. Les avancées des Russes dans ces deux villes sont loin d'être anodines, puisqu'elles pourraient leur permettre dans les prochaines semaines de menacer une autre ville, Konstantinivka, qui est un carrefour logistique situé sur la route de Kramatorsk, l'un des derniers grands bastions ukrainiens dans le Donbass. À terme, vous le voyez, c'est donc tout un pan du front russo-ukrainien qui pourrait être redessiné. Et encore une fois, même s'il n'y aurait pas de risque d'effondrement, ce redessinement ne serait pas à l'avantage des Ukrainiens. Alors maintenant, on va descendre, on va faire un zoom sur le secteur d'Andrivka, de Constantinopile, où là, vous le voyez, on a mis le secteur vraiment très grand pour que vous puissiez comprendre tout ce que les Russes ont conquis depuis le mois de décembre. Hein. Donc on a eu la bataille de Kourakove, qui s'est terminée, donc Kourakove est encadré en rouge complètement à droite de la carte. On a eu la semaine dernière la chute de Dachny encadrée en jaune. Et puis on a eu simultanément le début de l'assaut sur Andrivka, qui est encadré en pointillé rouge. Et donc aujourd'hui, il reste la partie nord-ouest d'Andrivka, hein, on l'a encadré entre guillemets avec des pointillés rouges, dans laquelle donc les Russes mènent des assauts pour achever la conquête de la ville. L'objectif, on le rappelle, c'est de prendre ensuite Constantinopile, qui est encadré en orange, pour nasser toutes les troupes ukrainiennes. Donc la nasse, hein, c'est tout le pointillé bleu qui se trouve autour d'Oulakli, qui est entouré de bleu en cercle bleu plein. Petite particularité très intéressante qu'a souligné Web Union, il faut bien comprendre que Constantinopile, Oulakli sont au fond de la vallée de la Vovcha, hein, la rivière qui coule d'est en ouest dans le secteur. Eh bien, là, c'est une vallée, et donc ces deux localités-là sont encaissées, alors qu'Andrivka se trouve sur les hauteurs, ce qui facilitera ensuite l'attaque russe en direction de Constantinopile, qui va se retrouver donc sous des feux surplombants. Hein, donc là, encore une fois, même si la ville n'est pas conquise immédiatement, la circulation sur la route qui coupe la ville pour aller vers Oulakli, ou depuis Oulakli pour s'évacuer, eh bien, ça va être très très compliqué pour l'armée ukrainienne. Et on s'étonne encore que les Ukrainiens ne se replient pas avant qu'il soit trop tard. On confirme à Moscou, Julien Colling, l'urgence, l'imminence de pourparlers? Alors pas exactement, hein. On confirme en tout cas, voilà, bien sûr, et on donne des détails sur la discussion du jour entre Poutine et Trump, mais ce qui semble peut-être plus imminent, c'est éventuellement une invitation prochaine et rapide d'une délégation américaine à Moscou. Car voilà, Peskov a bien insisté là-dessus aujourd'hui. Il a dit que Vladimir Poutine avait réitéré sa volonté et sa préparation, voilà, à accueillir des membres de haut niveau d'une délégation américaine à Moscou le plus vite possible. On sait également que bien l'un des conseillers, l'un des émissaires, hein, de Donald Trump était à Moscou hier et s'est entretenu en personne avec Poutine pendant plus de 3 heures apparemment, pour notamment repartir dans sa valise avec donc le prisonnier américain, hein, Mark Vogel, qui était donc un professeur emprisonné en Russie depuis 2021 et qui a donc été libéré et qui repart donc à Washington. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore encore une fois de calendrier prochain sur les donc d'éventuelles discussions réelles, un éventuel début de négociation et de pourparlers. Mais c'est possible qu'une invitation officielle, encore une fois, soit lancée officiellement par le Kremlin et qu'on puisse voir arriver assez vite à Moscou, eh bien des émissaires ou en tout cas une délégation américaine pour le début donc officiel de ces pourparlers. Le secteur donc Pokrovsk en bleu, Myrnograd en jaune.
En bleu, les lignes bleues, c'est les lignes schématiques de fortification. Et puis en turquoise, ce sont les lignes d'approvisionnement avec la fameuse route E50 qui reste la dernière grande ligne de vie qui est bordée, doublée par une voie ferrée pour la garnison et le secteur. Donc hein, on l'a évoqué, on serait sur environ 20-25 000, on va dire 25 000 soldats ukrainiens dans le secteur pour le défendre. Donc les Ukrainiens ont bien lancé des contre-attaques. Alors celle en direction de Kotliné, on a mis une flèche bleue pointillée, elle n'a pas permis de s'emparer de Kotliné, elle a simplement empêché les Russes de continuer leur poussée vers le nord. Hein. Les Russes ont décidé du coup de stopper les machines pour défendre la ville et éviter d'être coupés de leur base. Idem les assauts, donc flèche rouge pointillée en direction d'Oudachné, les Russes ont été obligés de suspendre leurs attaques dans ce secteur. Et par contre, il y a une flèche bleue pleine en direction de Pitchané parce que les Ukrainiens ont quasiment reconquis l'intégralité du village de Pitchané. Hein. C'est pour ça qu'on l'a mis en encadré bleu pointillé. Et les Russes, eux, ont continué de lancer des assauts qui, pour le moment, n'ont pas permis des gains de terrain de quelque nature que ce soit, même local. Hein, c'est pour ça qu'on a mis deux flèches rouges, pointillées, pour vous montrer qu'on est dans un combat qui est très dynamique en ce moment, puisque les attaques russes, alors même si elles ont cessé depuis Kotliné vers le nord, elles ont lieu tout le long de la façade sud de Pokrovsk-Mirnograd, et que on a eu cette contre-attaque ukrainienne qui a rencontré donc un certain succès, puisque Pitchané est à 90%, peut-être à 100% reconquis par les forces ukrainiennes à l'heure où nous parlons. Il faudra voir si ça se maintient ainsi dans les jours qui viennent, mais en tout cas, on voit que les Ukrainiens ont disposé de réserves pour pouvoir mener ce genre de contre-attaque. On dit que la Russie, Julien, n'est pas pressée compte tenu de la dynamique en sa faveur actuellement sur le terrain. Oui, pour deux raisons. D'abord, effectivement, le fait que, encore une fois, c'est vraiment répété par Poutine lui-même et par le Kremlin, Moscou n'a aucun intérêt, n'a aucune volonté de précipiter les choses dans la mesure où, de leur point de vue, en tout cas, ça se passe plutôt bien entre guillemets sur le terrain, donc sur le front militaire. Et encore une fois, on sait aussi que la région de Koursk est un gros sujet, on va dire, de tension, en tout cas quelque chose qui est extrêmement difficile à avaler pour le Kremlin, le fait que l'Ukraine occupe une partie du territoire russe, donc à Koursk, et donc ceci également a fait monter les tensions et a braqué entre guillemets le Kremlin sur la perspective de négociation avec l'Ukraine directement. Et donc voilà, on sent que, encore une fois, dans les propos, on voit bien que Poutine lui-même n'est pas réellement prêt pour l'instant à aller beaucoup plus loin que des déclarations d'intention. Pour lui, l'Ukraine n'est pas un partenaire fiable aussi. On a vu qu'il a dit récemment que Zelensky n'était pas légitime, encore une fois je cite, et que pour lui donc tout passera par un dialogue avec Washington directement. Donc ce qui montre finalement que Moscou, encore une fois, n'a pas beaucoup de volonté de négocier pour de vrai actuellement. Et un dernier élément important, c'est aussi pour dire que dans le système russe actuellement, bien sûr, Poutine n'est même pas, on va dire, le plus dur ou le plus faucon dans le système russe. Il y a des gens en dessous de lui, notamment dans les services de sécurité russes ou encore une fois dans les ministères, qui sont beaucoup plus durs, encore une fois, que Poutine lui-même sur l'Ukraine et sur l'Occident, on va dire. Et donc on voit actuellement que différentes rumeurs circulent sur le fait que beaucoup de forces actuellement s'activeraient en coulisses pour essayer, encore une fois, de mettre des bâtons dans les roues et d'empêcher, d'entraver peut-être des négociations à venir entre Moscou et donc le bloc occidental. Soudja, vous le voyez, est au centre du saillant. Hein. Bon, là, c'est écrit en anglais, donc c'est SUDZHA. Donc on a toujours des combats au sud-est de la ville autour de la poche que les Ukrainiens ont créée en menant leur contre-attaque locale la semaine dernière. Et par contre, vous le voyez, partout ailleurs, c'est quasiment que des flèches rouges de progression des unités russes, et notamment sur le flanc occidental du saillant. Hein, donc les Russes, encore une fois, reprennent du terrain. D'après les informations qui s'affichent en anglais, vous le voyez, c'est les informations données par les Russes, il y a 390 soldats ukrainiens qui ont été tués, 2 chars détruits, 2 véhicules de combat d'infanterie, 3 véhicules de transport blindés, 10 véhicules blindés, 20 véhicules motorisés,
un Paladin, donc c'est un système d'artillerie américain, et 5 pièces d'artillerie, tout ça rien que pour la journée du 12 février hier. Donc c'est vraiment significatif que les combats restent intenses, parce qu'on est presque à 400 morts pour une seule journée, c'est très important, si on cumule avec les pertes ailleurs. Et donc on voit bien que ce sont les Russes qui sont principalement à l'initiative, même si ça reste des attaques locales. On vous a fait un petit zoom pour que vous puissiez voir exactement où l'essentiel des combats se déroule. Et vous voyez que, notamment, la localité qu'on a encadrée en rouge, en bleu c'est Soudja, et en rouge c'est Sverdlikovo, qui a été donc reconquis, c'était avant-hier, suite à l'attaque qu'ont menée les Russes depuis lundi. Voilà. Et donc, par contre, un peu plus au nord, les attaques, elles, n'ont pas encore permis de reprendre pied dans les villages russes qui sont sous contrôle ukrainien. Mais voilà, donc on a ce secteur où effectivement, les Ukrainiens ont réussi une contre-attaque locale de dégagement au sud-est de Soudja, mais où partout ailleurs, grosso modo, c'est l'armée russe qui continue d'être à l'initiative et qui continue d'avancer. Alors, je vous dis pas que demain ils vont être à Soudja, mais simplement, ça continue d'obtenir. Vous l'avez vu avec les pertes, on est dans l'objectif d'attrition de l'armée ukrainienne et par voie de conséquence, on arrive à reprendre telle ou telle localité en infligeant des pertes aussi importantes à l'adversaire. C'est la stupeur ici en Ukraine. J'ai pu parler à quelques Ukrainiens ce soir qui se disent tout simplement que les États-Unis les ont laissés tomber. Alors ce n'est pas qu'on s'y attendait pas. On savait qu'avec la présidence Trump arriveraient des décisions rapides, des décisions coup près. Sauf qu'ici en Ukraine, évidemment, on avait en tête cette formule de la formule de paix ukrainienne qui est pas de négociation, pas de pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui est en train de se jouer, puisque Donald Trump a parlé à Vladimir Poutine, a expliqué ensuite, a informé Volodymyr Zelensky de ce qui avait été décidé. Donc Volodymyr Zelensky n'a pu qu'en prendre acte. Il l'a d'ailleurs dit dans son allocution ce soir que le président Trump l'avait simplement informé. Donc effectivement, ce n'est absolument pas le genre de base pour parler, pour toute négociation que souhaitait l'Ukraine. Donc pour le moment, les Ukrainiens font ce qu'ils ont fait depuis presque 3 ans maintenant. Ils vont attendre quelles vont être les suites de ces entretiens. Donc la rencontre Trump-Poutine en Arabie Saoudite, mais aussi ce qui va se passer à la conférence de Munich qui va commencer vendredi où le président Zelensky devrait rencontrer le vice-président J.D. Vance. Ça va se passer probablement en Arabie Saoudite. Donc, d'une pierre deux coups pour Donald Trump qui, d'abord, lance le processus, mais ensuite fait un clin d'œil à Mohammed Ben Salman et lui donne une vitrine formidable de légitimité. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, Ben Salman avait transformé en steak tartare un de ses opposants, résident aux États-Unis, un journaliste, M. Khashoggi, et ça avait généré un concert de protestation. D'ailleurs, Joe Biden disait qu'il fallait mettre au banc l'Arabie Saoudite jusqu'à ce qu'il ait besoin de voir la production de pétrole augmenter pour faire en sorte que les prix, eux, baissent. Et il s'était rendu un peu piteux en Arabie Saoudite pour demander justement à l'Arabie d'augmenter sa production. M. Ben Salman n'avait même pas accepté de lui serrer la main. La photographie était un peu troublante. Et aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, sachant que l'Arabie Saoudite va être dans l'équation pour ce qui va se passer au Proche-Orient, donne à M. Ben Salman une espèce d'autorité. C'est même pas une espèce d'autorité, c'est une autorité, même s'il ne sera pas partant aux discussions, c'est lui qui va accueillir. Donc, là, on voit bien que les Américains, pour se débarrasser du conflit, vont pas poser beaucoup de problèmes à Vladimir Poutine et aux conditions posées par la Russie. Alors en plus de ça, mauvaise nouvelle pour Zelensky. On l'a entendu. Donc ça, c'était avant-hier. Trump a dit là attention, parce que nous on sait qu'on a envoyé des milliards de dollars aux Ukrainiens, mais on veut une traçabilité. Donc il y a des représentants du Trésor US qui ont débarqué à Kiev pour essayer de savoir où était passée l'aide. Zelensky lui-même a reconnu qu'une partie de cette aide, il savait pas où elle était passée.
Donc une fois encore, tout le discours que nous avons tenu depuis 2022 pour dire que l'Ukraine est un des États les plus corrompus du monde, eh bien sont en train, encore une fois, d'être démontrés par les faits. Hein. Et aujourd'hui, on voit que le Trésor américain dit, ils sont où ? On a vu des images, je les ai partagées sur mon compte X, de ce qui se passe à la mairie de Kiev, là, avec l'ami boxeur dont j'ai oublié le nom, où on voit les liasses de billets qui sont là en train d'être comptés. Enfin, il y a une corruption endémique à grande échelle. Et donc là, les Américains disent, nous, l'Ukraine, elle devient russe, elle devient pas russe, etc. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est récupérer l'argent qu'on a investi là-bas, parce que si effectivement on peut pas accéder aux terres rares, parce que même s'il y en a dans la partie occidentale de l'Ukraine, la majeure partie se trouve désormais sous contrôle russe, et peut-être d'ailleurs une autre partie se trouvera encore sous contrôle russe demain. Donc on veut à tout prix récupérer ce qu'on a engagé. Moi, je pense que tout ça, c'est du discours. Hein, c'est que, en gros, Donald Trump sait très bien qu'il récupérera pas ces sommes parce que ces sommes, elles sont parties justement dans tout ce système de corruption organisée à très grande échelle, et que ça va être un moyen pour les États-Unis de dire quoi ? Vous nous avez en fait escroqué, donc on vous abandonne à votre sort. Je vois ça tout à fait dans cette lignée-là. Un président ukrainien qui a de fait été mis devant le fait accompli de cette longue conversation entre le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors, Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé il y a quelques instants, il dit que les négociations, il emploie ce mot en ukrainien, négociations avec les États-Unis ont été très approfondies. Il explique avoir eu une bonne conversation avec le président Trump, une conversation au cours de laquelle, je le cite, il a été discuté de nombreuses nuances diplomatiques, militaires et économiques. Et il y a cette petite phrase du président ukrainien, et le président Trump m'a informé de ce que Poutine lui avait dit. Donc on voit vraiment ici que l'Ukraine est en position de spectatrice de son propre destin. Et ça inquiète beaucoup les Ukrainiens, puisque depuis le début de l'invasion à grande échelle, il y avait cette devise de la part de l'Ukraine, c'est dans son plan de paix, et de la part des alliés de l'Ukraine, pas de négociation, pas de pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine, sauf que sous l'administration Trump, eh bien, ça semble désormais être le cas. Oui, Vance aussi, mais Exet a été très précis. Il n'y aurait pas de soldats américains, en tout cas en Ukraine, et il a dit aussi qu'il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Bah oui, bien sûr. Non, et ça, c'est la base. Il n'y a vraiment que nous, sur les plateaux de LCI, avec tous nos pseudo-experts et commentateurs. Comme vous y allez, Caroline. Oui, mais c'est fatigant, si vous voulez, ça fait trop longtemps. Moi, je suis fatiguée d'écouter tant d'âneries, donc il y a vraiment que nous pour croire à des fadaises pareilles. Ouais. Voilà. Donc, l'Ukraine va retrouver la sécurité qu'elle peut encore espérer retrouver si elle retrouve sa neutralité. Si elle n'a pas de neutralité, elle ne sera évidemment... C'est la fin de sa neutralité, c'est la recherche par l'OTAN de son entrée, si vous voulez, dans l'Alliance, qui a provoqué tout ça. Ouais. Donc il faut revenir au statu quo ante du point de vue de sa neutralité stratégique. Oui. Après les frontières, c'est évident que les 4 blasts qui sont dans la Fédération de Russie vont en sortir. Donc ni le Donbass ni la Crimée, bien sûr. Ah non, non, mais il faut arrêter de rêver en fait. Voilà. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. Vous n'êtes pas capable de nous le dire, ou en tout cas on se rend compte qu'il y a des irrégularités monumentales, et donc on coupe tout, y compris donc on réactive pas l'aide militaire, etc. Et donc vous vous débrouillez avec les Russes. Je pense que ça va se terminer comme ça si les Ukrainiens ne veulent pas plier immédiatement à ce que les Russes vont demander aux Américains. Parce que, bien évidemment,
la finalité de toute cette séquence. L'analyse, c'est de comprendre. Et donc hier soir, on avait Cyril Amourski, on avait toute la clique. Là, il y avait aussi cette franco-britannique qui travaille, donc je ne sais plus, à la Chatham House, un autre think tank anglais, enfin britannique. Il s'arrachait les cheveux. Quoi ? L'Ukraine n'est même pas invitée à participer au pourparlers ? Mais non, on vous avait prévenu. Vous êtes les dindons de la farce, les Ukrainiens. C'est terrible. On n'a pas arrêté de le dire, si vous êtes tous les nationalistes ukrainiens, leur pire ennemi, c'était pas les Russes. J'ai bien dit leur pire ennemi. Qu'on me dit c'est leurs ennemis, je peux le comprendre. Mais leur pire ennemi, c'est pas la Russie. Leur pire ennemi, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Ils sont en train de les lâcher sur un format qui ressemble à celui qu'on a vu il y a bientôt maintenant 50 ans avec la fin du Sud-Vietnam. Votre pays est par terre, votre population est exsangue, votre armée est détruite pour les intérêts de ces gens-là qui vous ont pris pour des idiots. Voilà. Vous avez vu aussi, Caroline Galacteros, c'est ma dernière question, ce qui est intéressant en même temps, c'est que les Américains font un audit non seulement de ce qui se passe chez eux avec USA et des compagnies, mais avec ce que les Américains ont versé à Zelensky et à l'Ukraine. Il y a un audit très sérieux qui se fait là en ce moment. Très sérieux et bien sûr les jalons pour un grand marchandage et un grand chantage qui sera imposé aux Ukrainiens et à Zelensky et sa clique sur le thème « Qu'est-ce que vous avez encore qui vaut quelque chose ?» on va vous prendre ce que BlackRock et compagnie n'ont pas encore pris. Mais ça, c'est classique. Après, il faut savoir que les terres rares du Donbass, elles sont sous contrôle russe. Donc, oui, les terres rares, et oui, qu'on voit tout le monde, parce que Trump a dit carrément, on a payé des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, rendez-nous les terres rares, sauf qu'elles sont sous le contrôle russe. Oui, mais donc ça, c'est une manière de dire à Zelensky que dans la négociation sur le plan territorial, il n'a pas la main, quoi. Voilà. Donc il va en fait donner des terres que de toute façon il ne contrôle plus contre un certain nombre de choses et probablement des promesses. Qu'il contrôle encore moins. Tout ça va être intéressant. Il ne contrôle rien du tout. Il contrôle rien du tout. Non, il est contrôlé. Britannique, ça c'est sûr, mais je pense qu'il contrôle grand-chose. Il cherche à sauver sa peau à ce stade. Il marque aussi le coup, M. Trump, sur ce qu'est la véritable volonté de l'administration, parce qu'il y avait peut-être deux visions, celle incarnée par M. Vance, son vice-président, qui emmène large, et par celui qui avait été désigné comme l'envoyé spécial du président pour l'Ukraine et la Russie, le général Kellogg, qui, parce qu'il avait écrit là-dessus, nous donnait à penser qu'il y avait un plan de paix avec, entre autres, l'idée que si les Russes ne se ralliaient pas, on allait augmenter la pression, ajouter aux sanctions économiques et tout ça, ce qui n'est pas franchement la vision de M. Vance et d'autres membres de l'administration. Et avec ce que nous avons appris hier, je pense qu'il y a une ligne forte qui est en train d'émerger et qui est de dire il faut arrêter la boucherie et on le fera avec les Russes. Et les Ukrainiens, je me répète, auront à suivre la musique qui va être donnée. Et ça compte d'autant plus, je pense qu'on en avait parlé hier, que sur la question des fameuses terres rares, M. Trump n'a pas intérêt à ce que la Russie continue à gagner du terrain, parce que là où ça se passe, là où le minerai se trouve, c'est pas très très loin de la ligne de front. Ces annonces interviennent en effet après une série de déclarations défavorables à Kiev de la part de Washington. Lundi, Donald Trump n'a pas exclu la possibilité que les Ukrainiens deviennent russes un jour. Face à ses homologues de l'OTAN, le secrétaire d'État à la Défense a quant à lui jugé irréaliste l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance transatlantique et le retour aux frontières d'avant 2014. Des déclarations qui marginalisent l'Europe, grande absente des négociations entre États-Unis et Russie. À Paris, plusieurs ministres des Affaires étrangères tentent de remettre le vieux continent dans le jeu. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens. Et les Européens ne pourront pas apporter leur concours s'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre à la discussion. Les derniers développements constituent un tournant majeur dans la guerre en Ukraine,
près de 3 ans après le début de l'offensive russe contre le pays. Mais dites-moi, ce qui est tout à fait assourdissant, c'est l'absence, en tout cas c'est la perspective de l'absence de totale de l'Europe dans la négociation. Et vous avez vu que ce matin, les Européens ont protesté en disant nous voulons être à la table des négociations. Mais bien sûr, mais la servilité ne rapporte rien. Jamais. Voilà. Ouais. La servilité, le jour où la roue tourne, eh ben vous êtes les anciens petits valets dont plus personne ne veut. Ouais. Donc l'Europe, elle va être bonne pour payer la reconstruction. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est ça, les dindons de la farce, quoi. Effectivement, on va dire aux pays européens, si vous voulez envoyer des forces, à mon avis, Poutine aura beaucoup de mal à accepter, envoyez-les, mais sachez que du point de vue russe, elles sont menacées, et du point de vue américain, on ne viendra pas à votre secours et il n'y aura pas d'article 5 de l'OTAN qui sera activé. Ça, Exxon l'a dit aussi. Hein. L'Europe, elle est à la porte. Elle n'a même pas le droit d'entrer dans la salle de négociation. Parce que, vu comment s'est comportée Madame von der Leyen, entraînant derrière elle la majorité de tous les débiles qui gouvernent différents pays européens, à l'exception de Fico ou d'Orban, eh bien, les Européens, mais pour les Russes, qui sont ces gens ? Qui ont interdit les représentations de nos plus grands auteurs de musique classique, qui ont interdit les livres de nos plus grands auteurs, Pouchkine, etc., dans leur bibliothèque, qui ont interdit la participation de chats russes à des concours de chats. Vous pensez que ces gens-là, on va les faire venir à la table des négociations avec nous? Dehors. Voilà, on arrive au bout du fil. C'était visiblement presque le coup de fil à un ami entre Donald Trump et Vladimir Poutine il y a quelques heures. Le diable redevenu soudain fréquentable. Le problème, Étienne, c'est que c'est l'Europe qui risque bien une fois encore de payer les pots cassés. Oui, c'est officiel, nous sommes un paillasson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donald Trump et Vladimir Poutine sont partis pour essayer de s'entendre tous les deux, passant allègrement au-dessus de notre tête. Souvenez-vous, les accords de Minsk en 2015, c'était le même sujet, l'Ukraine. Et au centre de la photo, il y avait François Hollande et Angela Merkel. Là, ni Emmanuel Macron, ni Olaf Scholz ne sont même dans le coup. Mais Étienne, Jean-Noël Barrot, par exemple, comme d'autres ministres des Affaires étrangères, d'ailleurs européens, a déclaré hier soir qu'il n'y aurait pas de paix durable sans les Européens. Oui, ça doit trembler au Kremlin comme à la Maison-Blanche. En réalité, c'est pas de sa faute. Il ne faut pas s'étonner d'être tenu d'écart. Même si l'Europe a fourni une majorité de l'aide à l'Ukraine, elle n'a pas été capable d'être décisive. Et l'économie de guerre, par exemple, qui a été tant vantée par Emmanuel Macron, est largement restée une vue de l'esprit. Et la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui spectateurs de notre destin, et à raison. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, Caroline Galacteros, que pendant ce temps-là, sur certaines chaînes, on dit mais non, mais l'Ukraine peut encore gagner, vous savez, c'est pas fini, et bombarder la Russie, quoi. Enfin, bon. Oui, mais c'est criminel, c'est grave, c'est irresponsable, moralement, humainement. De continuer à diffuser cette propagande, c'est absolument scandaleux, parce que pendant qu'on parle, il y a plus de 1000 soldats, entre 1000 et 1800 soldats jour ukrainiens qui meurent. Donc il faudrait quand même savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est assez terrifiant, effectivement. On prête la main à un massacre pour juste notre fama personnelle ou ne pas perdre la face, mais on l'a perdu la face. Les Européens vont-ils être écartés des négociations de paix après 3 ans de guerre en Ukraine? Question posée après ce coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Conversation d'1h30 entre les deux dirigeants, largement commentée depuis hier. Conversation à l'issue de laquelle le président américain a dit avoir convenu avec son homologue russe de l'ouverture de négociations sur l'Ukraine, et ce, sans concertation avec les dirigeants du vieux continent, qui sont réunis aujourd'hui pour certains à Bruxelles, donc au siège de l'OTAN. À Bruxelles, on vous retrouve Pierre Benazé. Bonjour Pierre, des Européens qui ont dû rappeler qu'ils existaient dans un communiqué publié hier soir. Oui, effectivement, ils sont effectivement complètement tenus à l'écart. Ils le savaient, en l'occurrence, parce que tout ce qui s'est passé depuis les dernières 24 heures, à savoir d'abord les déclarations du nouveau ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, à Bruxelles, pour donner le cadre de ces négociations futures, puis l'annonce des coups de téléphone d'abord vers Kiev et ensuite vers le Kremlin de Donald Trump. Tout ça a été évidemment synchronisé du côté
côté de Washington, les Américains s'y attendaient en fait depuis les conversations qui ont eu lieu en marge de l'inauguration, de la réinauguration, la réouverture de Notre-Dame cet été, des initiatives du président Trump qui étaient très attendues en fait, puisqu'il avait promis de régler le conflit en 24 heures. On attendait juste de savoir quelles seraient les 24 heures en question. C'est un peu le son de cloche qu'on entend de la part des Européens, et effectivement, les Européens demandent à ce qu'il n'y ait pas de capitulation de l'Ukraine, demandent à ce qu'il n'y ait pas de paix imposée par la force. Ça doit être une paix négociée et pas une paix qui mettrait l'Ukraine en position de faiblesse dans les années à venir. On a entendu de nouvelles assurances de la part du nouveau ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, à l'instant à son arrivée à l'OTAN ici, disant qu'il y aurait des garanties de la paix pour l'Ukraine, des garanties de sécurité, des garanties qui doivent faire en sorte que la Russie ne réattaque pas. Mais pour les Européens, évidemment, il faut que rien sur l'Ukraine ne soit décidé sans l'Ukraine, et sans eux non plus, parce que c'est après tout la sécurité du continent qu'il s'agit, et non d'une sécurité uniquement limitée à la relation entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il y a plusieurs échéances. D'abord, il y a là, demain, entre demain et dimanche, il y a la conférence sur la sécurité de Munich, qui est le grand raout annuel où normalement tout le monde peut se retrouver et discuter de beaucoup. Les Russes en ont fait partie longtemps. Je ne sais pas s'il est prévu à ce stade qu'il y ait des Russes. Avant-hier, en tout cas, c'est pas le cas. Donc il va y avoir là de grands conciliabules, notamment entre Européens, pour savoir comment ils peuvent essayer de sauver une vague. Enfin, on va leur laisser une espèce de pseudo de simili-influence cosmétique. Enfin, de toute façon, voilà. C'est plaisant. Comme d'habitude. Voilà. Donc, et puis ensuite, donc il va y avoir, on est déjà presque fin février, mars, avril, et le 9 mai, à Moscou, c'est l'anniversaire, qui est le grand moment politique et historique russe annuel, l'anniversaire de la Grande Guerre, de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et là, Poutine a invité Trump. Voilà. D'accord. Poutine a invité Trump. Ah, Poutine, oui, pour le 9 mai prochain, c'est ça. Oui. Oui, c'est les 80 ans, c'est le grand anniversaire, c'est le 80e anniversaire, c'est ça, oui. Voilà. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre continue. Hein. Oui, bien sûr. Avec son cortège de morts et de destruction et d'avancées russes. Et en même temps, le vice-président Vance a quitté les lieux avant les discours d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, après avoir fait le sien, pour dire que, voilà, selon la vision des États-Unis, l'IA ne devait pas être soumise, comme l'ensemble des réseaux sociaux d'ailleurs, à toutes les tracasseries de censure déguisée, le système des DSA en Europe, au sein de l'Union européenne, pour pouvoir limiter la liberté de parole de tel ou tel groupe ou de tel ou tel individu, comme on a pu le voir récemment avec les problèmes qui se posaient avec X et son interventionnisme, entre guillemets, dans les élections en Allemagne, puisque Elon Musk est venu d'une certaine manière au secours de la démocratie, puisque je vous rappelle qu'il a donné la parole à la patronne de l'AfD, qui n'est plus reçue, qui est boycottée comme tous les membres de son parti par les chaînes de télévision publiques allemandes. Donc JP Vance est venu rappeler, écoutez, nous Américains, l'IA, ça doit être comme tout le reste, ça doit être totalement libre. Il a bien sûr rappelé que tout le monde était d'accord pour dire que trouver des moyens pour pas qu'on retrouve des images pédophiles ou ce genre de choses sur Internet, c'était la préoccupation de tout le monde et la sienne d'abord en tant que père de famille, et en tant qu'homme, mais que ça ne devait pas servir à justifier le fait qu'on bâillonne des gens au niveau de leurs opinions politiques, religieuses, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. Et donc pour manifester son mécontentement, sa désapprobation de ce qu'allaient dire à la fois Macron et von der Leyen, eh bien il a préféré quitter les lieux. Et là c'est énorme. Et il explique, attention, il faut pas tout mélanger. C'est une chose d'empêcher un prédateur de s'en prendre à un enfant en ligne,
Et ça, la lutte contre la pédocriminalité en ligne, elle est évidemment la première et c'est le plus important. Et c'est autre chose que d'empêcher à un adulte d'avoir accès à une opinion en ligne. Or, c'est vrai que dans ces lois européennes, tout est mélangé pour faire du délit d'opinion, d'une certaine façon. Et dire, on est là pour protéger le citoyen. Et là, J.D. Vance, il crache dans la soupe, mais direct. Et c'est pas un petit crachat, c'est un énorme molar. Et ça éclate partout autour. Désolé si vous prenez votre petit déjeuner. Mais là, ce qu'il vient de dire, et évidemment que von der Leyen, elle est comme ça, elle fait « Ah, on ne peut pas censurer les Européens !» Si, malheureusement, nous, on est du mauvais côté du mur. Hein. C'est l'URSS chez nous. Alors, c'est pas fini, puisqu'après, il a fait un petit point presse avec Ursula pour bien finir de l'humilier gentiment. Et ça donnait ça. Yes, that's right. That's well. Very much so. Good afternoon. Et alors là, il envoie Vance parce que Trump ne veut pas parler avec les responsables européens. Pour lui, ça n'existe pas, l'Union européenne. Donc là, Vance fait semblant. Hein. Il explique que bon, on est bien gentil. Tiens, j'avais rencontré l'Estonie, j'avais rencontré machin. Le but des Américains, c'est de dire, on va parler un par un. Hein, à votre bidule, là. Par contre, Ursula, on veut plus la voir. Et ça va être très compliqué pour elle. Hein, elle va passer un peu pour une ringarde. Donc c'est assez marrant. Et là, il explique tout simplement, arrêtez de nous faire chier avec vos régulations, faites attention parce que ce que vous faites c'est mal, c'est de la censure, et ensuite on verra ce qu'on fait, mais globalement on va parler un par un à vos pays, vos petits pays, et ils s'en foutent. Et après il s'est barré, il a pas écouté les discours de Macron, de von der Leyen, de machin, il dit son truc, il a fait son petit point photo, et il se barre. Et cette question, donc ce matin, les ultra-riches vont-ils devoir payer un nouvel impôt? En tout cas, le texte doit être examiné la semaine prochaine à l'Assemblée, ce sera le 20 février. Oui. Proposition du groupe écologiste, c'est une bonne idée ou pas, François? Taxer les super riches, l'obsession française. Hein. Or, un temps calmé, d'ailleurs, revient en force. Sous les couleurs de cet impôt que vous mentionnez, inventé par un économiste français éminent, Gabriel Zucman, les députés écologistes se sont précipités sur la proposition comme des affamés sur un cheeseburger. Et ils vont la faire discuter, en effet, dans quelques jours. Bon alors dites-nous de quoi il s'agit exactement, François. Ça serait une taxe qui frapperait les patrimoines français supérieurs à 100 millions d'euros. Bon, c'est très peu de personnes, 4000 personnes en France, à hauteur de 2% chaque année. Le patrimoine considéré comprend aussi les entreprises détenues en partie ou en totalité par les individus concernés. Alors, attention, ça ne viendrait pas en plus des autres impôts payés par les fameux contribuables, impôts sur le revenu, sur les dividendes, etc. Ça serait 2% du patrimoine au total, y compris tous les autres impôts. Et ça rapporterait combien ? Jusqu'à 25 milliards par an, nous disent les inspirateurs de cette idée. Bon, ça fait quand même un quart de l'impôt sur le revenu, vous voyez que c'est considérable. C'est considérable, mais est-ce que c'est réaliste ? Un mot, 3 syllabes et 7 lettres, ineptie. C'est quand même le summum de l'aliénation française vis-à-vis du bon sens, quoi. D'un certain côté, c'est un chef-d'œuvre, parce que on touche à vraiment aux obsessions les plus profondes du pays. Bon, mais qu'est-ce qui vous fait être si sévère ? Écoutez, inclure le patrimoine professionnel dans l'assiette fiscale de la taxe, c'est quand même suicidaire. Ça veut dire que tous les grands capitaines d'industrie paieraient chaque année
des dizaines, des centaines de millions d'euros pour les plus gros, avec le risque que ces sommes soient supérieures à leurs revenus. Comment imaginer que ces entrepreneurs resteraient en France pour poursuivre leur activité, pour financer l'État ainsi? Bon, puis il y a aussi le risque d'anticonstitutionnalité, parce que un tel prélèvement serait confiscatoire. Bon, ce sera à l'Assemblée la semaine prochaine. Est-ce que ça a une chance d'être voté? Bon, écoutez, elles sont faibles, heureusement, mais le gouvernement concocte quand même un projet du même genre, moins aigu, puisque le taux ne serait que de 0,5%, et surtout que le patrimoine professionnel en serait exclu. 0,5%, on se dit que ce serait plus raisonnable, non? Oui, attention quand même, il y a quand même un paradoxe à organiser un sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Bon, réussite d'ailleurs, en exhortant les talents du monde entier à venir entreprendre en France, et puis à les attendre au coin du bois avec l'assommoir fiscal. Merci beaucoup. Scandale d'État. François Bayrou, qui aurait menti à l'Assemblée nationale. Mais oui. Eh oui, sur l'affaire de Betaram, affaire honteuse de pédocriminalité dans un établissement privé, collège-lycée, où visiblement c'était l'enfer. Violence, maltraitance et pédocriminalité. Et François Bayrou aurait tout simplement couvert ces exactions en expliquant que lui ne sait pas. Alors Mediapart sort dossier sur dossier, expliquant qu'ils ont les preuves, que Bayrou savait et qu'il a couvert sciemment. Ça donne ça à l'Assemblée nationale, c'est proprement scandaleux. C'est d'abord une question à laquelle M. Bayrou va avoir bien du mal de répondre. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Betaram, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Betaram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Betaram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Merci Paul Vanier qui reprend les éléments qui sont dans l'enquête de Mediapart. Bayrou savait. Bayrou a même demandé des informations à titre privé puisque ses enfants étaient scolarisés dans cet établissement et qu'il connaissait évidemment ce qui s'y passait. Il était peut-être un peu inquiet pour sa progéniture, mais pas pour les victimes, 109 victimes qui se sont constituées en association, et François Bayrou qui a choisi de les ignorer comme d'habitude, comme toujours on fait dans le cas des victimes de pédocriminalité. Et regardez la réponse de François Bayrou, elle est à l'image de François Bayrou. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés, et les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que
Lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Et donc de ce point de vue-là, c'est une preuve. Et puis il y a une autre preuve, peut-être autour de laquelle nous pourrions nous faire crédit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Ah ben on a hâte de voir la plainte en diffamation, comme pour Brigitte, c'est formidable. Plainte en diffamation, tout est faux, tout est quand même consigné dans l'enquête de Mediapart. Paul Vanier le rappelait, il savait, il n'a rien fait, il a couvert. Excusez-moi, j'en suis allergique en fait à ces gens-là, les exactions à Betaram, et il doit partir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.